Batata Bamama Bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir une fois de plus en ce lundi 16 octobre chez vous. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était plus revus. Je vous représente nos analystes politiques de toujours. À ma droite, Cornelis Nlandou, d'Agence Congolaise de Presse et rédacteur en chef de Onesha Africa. Cornelis, bonjour. Bonjour Patrick Yogo. Comment allez-vous dans cette reprise d'année pour nous? Écoutez, comme vous le dites bien, on était en congé, on s'est refait la santé, ça va. Ça va, très très bien. À ma gauche, Pasteur Bobo Koyamba de MPB TV. Pasteur Bobo, comment allez-vous? Très bien, Patrick Yogo. Ah, voilà. L'actualité est très très chaude. Nous remercions et saluons l'équipe technique, notre IT officer derrière la caméra, toute la machinerie. Les sujets de ce jour, nous allons évidemment nous appesantir sur les 24 présidentiables, en tout cas ceux qui ont déposé leur candidature pour la présidentielle. Et nous évoquerons aussi la question de l'état de siège. Comme vous le savez, RDC Horizon 2023, nous restons toujours focalisés sur des dates qui nous tiennent à cœur. La première date est évidemment l'échéance des élections présidentielles et législatives. Nous sommes à 65 jours des élections. L'état de siège qui dure depuis le 3 mai 2021, nous sommes à 896 jours, c'est-à-dire 2 ans, 5 mois et 13 jours, mais nous allons revenir là-dessus. Et le territoire de Bunagana, depuis le 13 juin 2022, est toujours aux mains du M23, 490 jours, soit 1 an, 4 mois et 3 jours. Mais, tout en restant dans nos us et coutumes, Cornelis, avez-vous des points d'actualité, et je sais qu'il y en a beaucoup, qui vous ont marqué, mais deux simplement, et nous allons entrer dans nos thèmes de ce soir. Oui, écoutez, nous n'allons pas revenir sur les faits qui ont marqué l'actualité avant le congé, prenons plutôt l'après-congé. Alors, il y a un événement qui m'a spécialement marqué, qui est économique, mais aussi social. C'est le sujet qui concerne le projet que le président de la République, Félix Tshisekedi, a partagé avec quelques ministres, le projet qui consiste à faire du fleuve Congo une voie de navigation qui serait le prolongement des routes. C'est intéressant parce que, vous savez, prenons par exemple Kinshasa. Kinshasa est tellement bondé, il y a des embouteillages à n'en point finir, mais si, et d'ailleurs, à un certain moment, sous Mobutu, je crois, la société Chanik avait fabriqué une dizaine de petits bateaux qui devaient faire, j'allais dire la côtière, mais qui devaient faire le fleuve, le transport par fleuve pour cabotage, longer. Exact, pour éviter les embouteillages. Il y avait aussi le train qui passait par Kingabwa, Massina, ainsi de suite. Et cette idée de faire du fleuve une voie active est très intéressante comme idée, mais évidemment, il faut sortir des promesses qu'on ne sait jamais tenir, parce que il n'y a pas que la voie fluviale, hein. Il y a aussi un projet dont on a parlé ici, le projet de Metrokin. Le projet a été appelé Metrokin, c'est-à-dire que c'est un rail qui devait faire pratiquement toute la ville de Kinshasa. Mais on n'a jamais vu le premier rail. Hein. Et donc, voilà. Donc les infrastructures, ça reste toujours capital, prioritaire. Oui. Mais on attend. Exactement, on attend. On a de bonnes idées, mais on ne sait pas les concrétiser. Vous savez, la route Elengesa qui a été modernisée devait être inaugurée aujourd'hui. Hein. On devait l'ouvrir à la circulation aujourd'hui. Elle n'a pas été ouverte. Voilà. Alors, j'ai un second sujet. Oui, le second sujet, il est un peu plus soft. Hein. C'est plutôt un sujet qui concerne le sport avec
la formation de groupes pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en Côte d'Ivoire en fin 2023, début de 2024 en Côte d'Ivoire. Alors la RDC est dans le groupe F avec le Maroc, la Zambie et la Tanzanie, qui est quand même un groupe assez soft, évidemment par le Maroc, hein, mais il y a moyen pour nous de battre la Zambie et la Tanzanie, nous l'avons déjà fait, et sortir deuxième du groupe, possible aussi, et aller un peu plus loin. Donc nous avons au moins échappé au groupe de la mort, le groupe de la mort qui est Côte d'Ivoire, Nigeria, et ce qui sont des grandes nations du football. Il y a l'Égypte, Ghana, des grandes nations du football. On serait sûrement troisième si on était dans ce groupe-là. Et Cameroun aussi. Sénégal, Cameroun, qui est dans le groupe C. Et Algérie, le groupe D. Donc en fait, nous avons un groupe soft, le groupe F, où on est avec le Maroc. On peut être deuxième du Maroc. On peut battre aussi. On peut aussi battre le Maroc, pourquoi pas. Mais avec la Zambie et la Tanzanie, qui sont des nations pas plus classées que la RDC en matière de ranking FIFA. À notre portée. Merci beaucoup, Cornelis. Pasteur Bobo, 2 points d'actualité pour nous mettre en jambe. 2 ou 3. Prenez le temps. Ouais, le premier sujet, c'est beaucoup plus par rapport à Israël. Ce qui s'est passé à Israël, moi, ça me touche personnellement parce que j'ai fait beaucoup de voyages à Israël. Même quand j'étais au congrès, au bal du MR, j'ai croisé un pasteur que j'étais avec lui aussi en Israël. On s'est rappelé qu'on a visité ces kibbutz-là. Donc une sorte de ferme, de colonies qui sont implantées sur la terre palestinienne. Terre palestinienne, c'est autre chose. Nous, comme évangéliques, on ne dit pas ça. Il faut éviter ces termes-là. Mais il y a des kibbutz où nous, on visite, quand les touristes arrivent, vous visitez les pays, on vous fait aussi visiter les kibbutz. Il y a des gens qui vivent, tout. Mais les kibbutz qu'on a attaqués, nous, on l'a déjà visité. Et on s'est posé des questions. Si c'était arrivé quand nous étions là, il y avait beaucoup de pasteurs européens, on était là, on était invités par l'ambassade d'Israël officiellement. Ils voulaient faire le rapprochement entre les évangéliques européens et Israël. On nous a fait visiter le pays, on était à la Knesset, on était partout. Mais quand ça arrive, ça nous touche. Je n'ai pas encore fait un élément sur ça, mais c'est vraiment, c'est un débat aussi un peu compliqué par rapport à là où nous vivons. Il y a d'un côté des communautés musulmanes et communautés juives. C'est très compliqué. Mais je crois que ça mérite de faire une émission, même à RDC Horizon 2023, on peut l'évoquer. Parce qu'il y a des ramifications qui peuvent nous toucher, effectivement. Oui, ça c'est... Mais si on pouvait recevoir 2, un arabe et un juif, ça va nous faire aussi du bien, parce que c'est un débat très compliqué. Bon, on va y revenir. Moi, ça me touche personnellement, parce que j'étais là, j'ai visité là où ils ont attaqué. Et quand je vois, je dis... Deuxième sujet qui m'intéresse, c'est les Ouazalènes. Alors, qui sont les Ouazalènes? Les Ouazalènes. Vous parlez des groupes rebelles ou des patriotes congolais? Ou l'Église? Les patriotes Ouazalènes qui font succès. Moi, je parle des résistants armés qui font la guerre actuellement. Ceux qui attaquent le M23. Ceux qui attaquent le M23, ceux qui attaquent partout, ceux qui ont volé. Pas ceux qui ont été massacrés. Non, pas. On va comprendre ça, c'est aussi compliqué. J'attends des procès, je ne sais pas qui était qui. Mais ici, il y a un groupe qui est sorti de nulle part, mais ça nous intéresse parce qu'on voit Poutine avec le Wagner, on voit d'autres pays. Mais Congo aussi, c'est l'antidote Kagame à M23. On dit, au lieu que ce soit M23, FARDC, ça ne marchait pas. Ils ont proposé... C'est pas le même rang. Ils ont proposé M23 contre Ouazalène. Et pour l'instant, c'est le Ouazalène qui mène. Et nous demandons au gouvernement congolais, il est temps de ravitailler, de renforcer les Ouazalènes, de les renforcer vraiment. Bien qu'ils volent les tenues de FARDC, ils ont volé aussi l'avion de FARDC. Ce qui est intéressant avec eux, quand ils volent, c'est pas pour atteindre les FARDC. Donc, ils ont volé l'avion, mais c'est pour aller bombarder ailleurs.
défendre la nation. Donc, ça nous intéresse, le Wazalendo. Mais les gens se posent des questions. Si le Wazalendo gagnait avant les élections, je pose la question à tout le monde. Si le Wazalendo gagnait avant les élections, ça va encore susciter des polémiques. Donc gagner contre le M23. Pour chasser le M23 avant le 20 décembre. Mais ce qui est intéressant aussi avec cette histoire de la résistance de Wazalendo, c'est que aujourd'hui que les Wazalendo sont en train de progresser, ils sont en train d'attaquer et de gagner du terrain, ils posent le problème des inscriptions sur les listes électorales. Hein. Donc les électeurs de là qui n'ont pas été pris en compte. Et donc les gens de la société civile de l'Est, avec la progression de Wazalendo, commencent de plus en plus à poser le problème des élections de ces territoires qui ont été oubliés. Ils veulent que leurs électeurs soient inscrits parce qu'il y a encore du temps, jusqu'à décembre. Oui, 65 jours. Et deux sujets, c'est par rapport à... Ça, c'est l'histoire des églises dérivées au Congo. Mais il y a eu un coup d'État qui s'est passé. Un coup d'État, on dit sauf, pas sauf. Coup d'État. Coup d'État des églises dérivées. Le président Dodo Kamba a été le président des églises dérivées. Limogé, chassé de manière un peu compliquée. C'est vu des autres là. Il est le président des églises dérivées. C'est eux qui ont mis Caliban. Ah voilà, c'est ça. L'association, donc le groupe des églises. C'est lui qui a mis le comité. Kadima, mais malheureusement, on lui a chassé, on dit qu'il a volé, manifestation, on ne sait pas encore. Même à l'église. C'est autre groupe, le groupe des K15. J'ai reçu K15 à Bruxelles, c'est le groupe qui était l'ancien président. Ah, oui. Et celui qui lui avait mis dehors, ils ont comploté. Ah, oui. Et ils ont mis quoi? Ils ont mis qui? Ils ont mis un jeune qui monte maintenant, Guy Olangue. Le fils de Maman Olangue. Ah. Tiens donc. C'est lui qui prend le règne, comme ils savent que le fils a une grande église à Kinshasa. Il a la foule, il a la population, les vieux se cachent derrière Guy Olangue, on lui met le nouveau président, mais d'autres disent c'est toujours lui, il veut revendiquer. La guerre commence avant le 20 décembre, ça sera chaud. Même dans les églises, il y a de la politique. C'est la politique parce que c'est eux qui ont décidé de placer le président de la commission nationale électorale. C'est des grands enjeux. Oui. Très bien, merci beaucoup, Pasteur Bobo. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comme chacun le sait maintenant, 24 personnalités ont déposé leur candidature pour briguer la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Nous allons juste attendre que leur dossier soit traité, validé et peut-être invalidé pour certains. 24 candidats, et lorsqu'on regarde, il y a un peu de tout. Étonnamment, il n'y a qu'une seule femme. Je crois que la seule fois où il y avait plus d'une femme, c'était aux élections de 2006, si notre mémoire est bonne. 2006, oui. Voilà. Nous voyons un écart d'âge impressionnant. Le plus âgé a 77 ans, 77 ans, et le plus jeune a 35 ans si nous ne nous trompons pas. Donc on voit un gap très 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 grand. Alors, je vais commencer par Cornelis. Et à gauche, Pasteur Bobo. De préférence? Ah non. Parce que vous regardiez... Ah oui, ça va. C'est comme... Il est à gauche, mais... Voilà, c'est une passe magique. Je regarde... Il passe à droite. Oui, alors Cornelis. C'est bon jeu. Mais voilà. Quelques commentaires sur, d'abord, cet aéropage de 24 candidats. Oui, merci beaucoup, Patrick Yogo. Mais vous l'avez rappelé, hein, en 2006, nous avions 33 candidats. Et cette fois-ci, 2023, oui, c'est aussi un phénomène. Aujourd'hui, on a 24 candidats, presque le nombre de 2006. Avant, en 2011, il y avait très peu de candidats. Mais cette fois-ci, il y a un engouement que nous ne comprenons pas. Mais... Pour rappel, donc il y avait 33 candidats en 2006, oui. 11 candidats en 2011, oui. Et maintenant on est à 24, mais ils sont encore provisoires. Oui, et c'était moins en 2018. 2018, 11. En 2018, on était à 21 candidats. 21, ouais. Alors, ce que je voulais dire, c'est que
c'est quand même un phénomène intéressant, interpellant, parce qu'il y a même des candidats que les gens ne connaissent pas. Et il y a un grand nombre de candidats qui avaient déjà été là, avant, comme Seth Kikouni, le jeune Seth Kikouni, qui était également candidat. Oui, il y a également un gars de la société civile qui a toujours été candidat depuis 2006, qui est là, je crois, il s'appelle Katende, quelque chose de pareil. J'ai pas ma liste avec moi. Attendez. Donc c'est pas des politiciens, des vieux routiers de la politique, il y a des membres de la société civile. Oui, de la société civile. On voit l'ancien gouverneur de l'Équateur, Baende, qui pose sa candidature pour la première fois. On voit Floribert Anzoluni de la société civile, ainsi de suite. Donc en fait, c'est un aéropage intéressant et je crois que c'est la première fois qu'on a autant de candidats de la société civile. Est-ce que les politiciens ont failli? Sûrement. On va peut-être on va peut-être y revenir. Oui. Pasteur, vos premières impressions, 24 candidats, une seule femme, le plus âgé 77 ans, le plus jeune 35, et comme le disait Cornelis, beaucoup de membres de la société civile, mais il y a quand même 2 anciens gouverneurs, 2 anciens premiers ministres, etc., des députés, etc. Mais beaucoup d'avocats, des pasteurs. Bon, moi, ça première impression. Pour moi, c'était, j'ai vu 24, c'est peu, j'étais surpris de voir très peu comme ça 24, hein, parce que n'oubliez pas que la caution a diminué. C'est ça, on est passé de 100 000 à 65 plus ou moins 65 000 dollars américains. Donc, on devrait avoir beaucoup de candidats. On s'attendait à beaucoup de candidats. Mais apparemment, ils étaient aussi beaucoup, hein, mais manque de caution. D'autres sont venus avec des dossiers sans caution, sans argent. On a rejeté d'autres disent 30 candidats, 40 candidats, mais on a rejeté du monde. Donc l'argent pose problème, ça reste un obstacle à l'accès à la magistrature. A toujours été un obstacle. Si on ne mettait pas la caution, on peut avoir 100 personnes, tout le monde veut être président. À ce sens-là, c'est trop peu, même. Tout le monde veut être président de même tout le monde veut être président. C'est ce qu'on voit dans les candidatures. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu Rex Kazadi de la diaspora, un combattant de la diaspora. Il a eu ses 65 000, il a qui a osé poser la candidature. Je dis oui, ça c'est bon, il a osé quand même. Il est combattant, les gens qui crient ici contre la musique, contre Kabila, contre les autres, qui osent aller poser sa candidature. Je dis waouh, félicitations Rex Kazadi. Je l'ai reçu plusieurs fois dans les émissions. Comme vous le citez, permettez-moi d'intervenir. Étant donné que cette fois-ci, la diaspora va participer aux élections présidentielles, disons pour République sud-africaine, Belgique, Canada, États-Unis, et la France. Donc vous pensez qu'un ressortissant, entre guillemets, de la diaspora pourrait aussi récolter bon nombre de voix à l'étranger? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc vous, Rex Kazadi, si vous déjà ces amis combattants boycottent les élections. Donc ces amis qui devraient nous voter boycottent les élections. Je crois qu'il ne faut pas qu'on perde de vue ce paramètre-là, que la diaspora va voter, en tout cas pour les 5 pays. Oui, la diaspora va voter, mais ça sera le poids lourd. Oui. Parmi les 24, ça sera question des poids lourds pour que tu puisses sortir de la diaspora. Il y aura 2 ou 3 blocs qui vont se destiner bientôt, ça sera clair. C'est un peu comme partout, les États-Unis, en France, partout. Il y aura 2 blocs. Le bloc 1, c'est déjà clair, c'est avec le président sortant. Il est président sortant. Félix Tshisekedi, il sera là, comme président sortant. Et deuxième bloc, ça va se destiner, ou ça se destine déjà entre plus ou moins du Fayolo, Mukwege, Fayolo, un peu Katumbi. Bon, ça c'est bon. Donc il y aura un deuxième bloc, bien que d'autres experts, je ne sais pas si Cornelis est d'accord avec moi, d'autres experts, on propose même qu'on puisse avoir 3 candidats, 2 candidats de l'opposition, plus qui seraient, s'ils sont 2 contre 1, selon d'autres experts, les opposants peuvent tenir tête. Mais s'ils sont à plusieurs, ils seront battus, on dit à plein de couture. C'est cela, oui. On va voir, de toutes les façons, c'est encore des candidatures provisoires dans la mesure où ils n'ont pas encore été validées. Certainement, il y en a qui vont se retirer d'eux-mêmes, soi-disant en favorisant tel ou tel candidat. En faveur de tel ou tel autre. Reste à voir.
Mais maintenant, dans cette configuration, est-ce que vous pensez qu'on peut voir une campagne vibrante, comme ça a souvent été le cas, les t-shirts, les calicots, etc., ici en Belgique, en France et partout sur le territoire national? Oui, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même souligner un fait, c'est qu'il y a une dame quand même parmi les 24, hein, une seule, alors qu'on attendait deux. Il y a Madame Tokwaoulou qui a été la première à annoncer sa candidature, mais qui n'a pas déposé son dossier. Madame de qui vous non, Tokwaoulou, ancienne ministre, ancienne DG ou DGA de la SNEL. Elle est handicapée ou qui voulait aussi. Ah oui, l'handicapé est originaire du Kivu, mais n'habite pas le Kivu. Elle habite, je crois, la France ou quelque chose de... En tout cas, à l'extérieur. L'handicapé. Donc, on est resté qu'avec une seule candidate. Une seule qui est Madame Ifoukou, je crois. Marie-Josée Ifoukou. Je pense qu'on va probablement la recevoir. Elle sera en Europe, si tout va bien, on va voir ça. Exact. Bon, ils seront tous en Europe. Puisqu'il y a un électorat qui est ici, c'est pour ça que je posais la question à Cornelis. Est-ce que verrons-nous une campagne vibrante ici aussi à l'étranger, comme ça se fait souvent sur le territoire national? Mais écoutez, Marie-Josée Ifoukou déjà annonce son arrivée ici. Donc c'est une bonne occasion. Et nous, Horizon RDC, Horizon 2023, nous sommes déjà prêts à la recevoir. Et d'ailleurs, il y a une machine qui va être mise en marche pour attirer Marie-Josée Ifoukou à RDC Horizon 2023 et je crois que ça va être la même chose pour les autres candidats. Plusieurs candidats vont arriver ici parce que vous savez, c'est la première fois que les Congolais de la diaspora vont voter et nous ne votons, les Congolais de la diaspora ne votent que pour l'élection présidentielle. Hein. C'est ça. Pas pour les législatives. Pas pour la députation, mais c'est sur la présidence. La présidentielle. Donc en fait c'est intéressant parce que c'est quand même la première fois. Sûrement que les candidats ont ça en tête. Ils vont quand même passer par ici et nous aurons sûrement nous également nos t-shirts et nos caleçons. Mais ce qui n'est pas l'essentiel. Mais la campagne va être assez dure parce que si nous voyons déjà, le pasteur Bobo a dit qu'il y aura sûrement 3 ans. Il y a le président sortant, Félix Antoine Tshisekedi, qui est candidat à sa propre succession. Il y a une myriade d'opposants qui sont candidats. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de négociations en coulisses pour qu'il y ait un candidat unique de l'opposition. Mais évidemment, il y a déjà des divergences entre les candidats majeurs. Le pasteur Bobo a cité Fayoulou, Katumbi, Mukwege, en tout cas qu'on le veuille ou non. Ce sont les 3 grands candidats de l'opposition et sûrement que les autres vont se fédérer autour d'un de 3. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a déjà des divergences, il y a déjà des tiraillements entre notamment Fayoulou et les autres, ou Fayoulou et Katumbi. Mais vous savez, Fayoulou est une personnalité forte. Tout le monde le sait, hein? Mais, et d'ailleurs, dans une de mes émissions privées, je vais parler de la communication pour gagner les élections. Parce que il faut savoir communiquer. Et Fayoulou est un piètre communicateur. Fayoulou est un gars qui est tellement imbu de lui-même qu'il met les autres mal à l'aise. Alors que les autres dans son équipe, les autres candidats de l'opposition. Parce qu'à un certain moment, il serait peut-être mieux, il serait indiqué qu'il y ait un candidat, un seul candidat de l'opposition pour faire face à Fachi. Mais si, comme dit Pasteur Bobo, s'il y a 2 candidats de l'opposition face à Fachi, eh bien écoutez, mais Fachi est content, hein? Il est plus content que s'il y a un seul candidat. Donc, parce que ce sont 2, ils peuvent gagner. S'il y a 2 candidats séparés, ils peuvent gagner. Si ce sont 3 ou 4, c'est dangereux pour eux. Non, effectivement. Ils vont essayer de gagner. Si ce sont aussi 2, limite 2, ils peuvent gagner. L'opposition peut gagner.
s'ils sont 2-1. Mais là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Non, mais c'est ça que je disais. Hein. 2 candidats de l'opposition contre Fathi, Fathi va être content. Parce que seul contre 2, ils vont se partager les voix. Il y aura les voix seront diluées entre les deux. C'est tu pousses le troisième comme Chadari. Pardon? Tu pousses le troisième comme Chadari. Ils étaient 3 Fayou, Tshisekedi, Chadari, Chadari. Ah, il y a eu émiettement des voix. Mais Chadari était troisième. Mais attention, là, il y avait déjà la guerre entre Félix Tshisekedi et Fayoulou, qui ne se sont pas entendus à Genève. Et donc là, c'était différent. Mais de toute façon, quand vous voyez le résultat des votes, il n'y a pas de différence entre le deuxième et le troisième. Hein. Donc les résultats proclamés pour Félix Tshilombo, c'était 7 50 000 et quelques, et M. Fayoulou Martin, 6 366 000. Et le troisième, 4 357 000. Et il y avait le quatrième, un certain Sobora Boradjabo, avec 70 249 voix. On n'en parle pas, mais en fait, c'est le quatrième. Et il est candidat aussi pour. Il a déposé sa candidature. Il était quatrième déjà. Il était quatrième déjà, oui. Voilà. Parce que on regarde que les têtes d'affiche, mais il faut faire attention. Mais de toute façon, il faut oublier les élections de 2018, hein, parce que nous qui sommes à l'extérieur, à la diaspora, nous bénéficions de circonstances aggravantes, parce que nous avons vu, quand la CENI a proclamé les élections, il y a des bureaux de vote qui étaient encore ouverts. Et donc, je crois qu'il faut oublier les élections de 2018. Avec ce gars qui était 4e, ou 5e, ou 6e, je crois qu'il faut oublier ces élections, parce que ça a aidé. Même Nanga lui-même, il s'est contredit par rapport à ça. Pasteur Bogo, justement, en parlant de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, il s'était annoncé candidat à la présidence de la République il y a quelques temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans un pays normal, il mérite la prison mort. Pour cet homme, moi, si je regarde, il est en Europe ou en Belgique, je ne sais pas. Pour moi, il devrait aller en prison. Donc, si le Congo, si vous ratez le pouvoir, vous êtes en dehors du pouvoir, vous devenez votre opposant, comme un peu John Numbi, qui veut devenir plus opposant que les opposants. Moi, je dis, il faut commencer à arrêter les gens. On le prend, on l'arrête. Mais pourquoi est-ce que le candidat en question, pourquoi on n'a pas arrêté pendant qu'il était sur le territoire national, sachant tout ce que nous savons avant même qu'il l'annonce lui-même? Oui, la justice était où pour... Oui, mais là, lui défendait que le président Félix a gagné le pouvoir. Et que le président Félix est au pouvoir. Tu ne peux pas arrêter quelqu'un qui a dit que tu as gagné le pouvoir. C'est Fayoulou qui disait qu'on lui a volé la victoire. Maintenant, quand il change, il a commencé à changer déjà. Quand il change des discours, il est au pays. Hein. Oui, il est au pays. C'est ça ma question. Pourquoi est-ce que des individus de cette trempe passent entre les mailles du filet et puis se retrouvent comme ça? Parce que demain, ça se passe quasiment aujourd'hui, on a quasiment. Quand il va nous proclamer un vainqueur, on va applaudir, les gens vont danser, quels que soient les vainqueurs, il aura la fête. Et puis quand il a 5 ans après, il revient encore pour dire que ce que je vous ai proposé là, c'était pas lui. Oui, parce qu'il est maintenant dans le gouvernement Garou, c'était pas Garou. Voilà. Et je voulais quand même relever un fait, parce que peut-être un dernier fait. Il y a l'un des candidats de la présidentielle qui est Noël Tchani, qui avait déjà candidat. Oui, candidat aux dernières élections avec un mensonge où il disait qu'on lui a volé son dossier de candidature à l'aéroport d'Ndjili parce qu'il avait mis ça dans la soute. Bon, tout le monde sait que les documents importants sont mis dans un... On va pas y aller. Mais heureusement, dans le pays, sa caution, c'est une des cautions. Il avait oublié sa caution perdue. Mais ce que je voulais dire, ce que je voulais relever, c'est que quand Corneille Nangaa fait sa première déclaration à Kinshasa, Noël Tchani, qui était candidat en 2018, avait réclamé, il avait fait une déclaration où il disait que Corneille Nangaa doit rembourser les 100 000 $ de caution parce que Corneille Nangaa dit qu'il n'y a pas eu élection, il y a eu un deal. Et donc, il n'y a pas eu élection, vous avez déplacé les gens pour rien. Et nous avons payé notre caution pour rien, remboursé notre caution. Et ça, c'est intelligent. Mais malheureusement, personne n'a prêté attention à ça. Mais moi, je demanderais si vous m'autorisez, de cette fois-ci,
qu'il y ait au moins élection. Compte d'élection, on a écouté, qu'on aime l'un et les autres. Quasiment, si vous nous écoutez cette fois-ci, nous voulons des élections. Proclamez-nous les vainqueurs comme vous avez juré. Vous avez juré que cette fois-ci, la personne qui a gagné, ce sera lui. Proclamez-nous. Je crois que les mesures ont été mises en banque. On va essayer de suivre ça de très près. Et Dieu aidant, nous serons peut-être sur place aussi pour voir un peu comment ça se déroule. Si quelqu'un donne un petit mot, puisque ce ne sont que des candidatures pour le moment, on va pas tirer de plan sur la comète, mais attendons de voir. Si j'aime par rapport aux candidats, ça c'est, bon, moi je l'ai dit dans mes émissions, mais j'étais très content que de plus en plus, beaucoup d'experts, beaucoup d'analystes de haut niveau comme économistes le disent aussi, ces élections, ça sera très chaud. Ça sera très chaud. Ça s'annonce très chaud, ça sera très dur. À cause des déclarations des uns et des autres au sortir du bureau d'enregistrement, c'est quoi? On voit même sur les réseaux sociaux, il y a une guerre qui a commencé. Donc si ce n'est pas contrôlé, je crois que c'est ça, il faut que ce soit vraiment contrôlé et que les médias puissent jouer leur rôle de maîtriser. Sinon, ça sera très très chaud. Alors, comme Pasteur Bobo a un dernier mot alors la porte, je vais quand même m'enfoncer. Mais j'espère que vous allez la refermer aussitôt après votre passage. Oui. Pasteur Bobo parle de l'organisation, de surveillance, ainsi de suite. C'est important quand même d'en parler parce que nous avons vu Moïse Katumbi qui voulait aller dans le Congo central. On l'a interdit d'accès au Congo central. 2 jours plus tard, quelqu'un du pouvoir a voulu aller dans le Congo central. Il est allé il était accompagné par les forces de l'ordre. Oui, vous nous en aviez parlé ici même dans notre... J'avais même cité le garde du pouvoir. C'est très dangereux parce que c'est des antécédents malheureux. Parce qu'aujourd'hui, un opposant qui veut aller, je prends un exemple fort, un opposant qui veut aller dans les Kasaï, on lui interdit d'aller au Kasaï par des agents de l'ordre, ainsi de suite. Et je pose la question, le jour où un gars voudra aller au Katanga, un gars du pouvoir par exemple, il veut aller au Katanga, les Katangais lui interdisent l'accès. Voilà un peu le début du désordre et le début peut-être d'une guerre civile. Hein. C'est dangereux. Je crois que le pouvoir doit avoir ça en ligne de mire, tous les candidats doivent avoir les mêmes chances. Tous les candidats doivent être accompagnés par les agents de l'ordre de la même manière. Et tout le monde a la liberté d'expression et de mouvement. Nous allons voir ça. On peut rapidement ajouter. Déjà 2018, au Katanga, il y a une photo qui a circulé, Bazaïba, Fayulu et Mouzito. Oui, qui était attaqué au Katanga. Oui, il y a eu même des blessés. On les a empêchés. Oui. Bon, c'est pas ce qui s'est passé réellement. Aujourd'hui, Bazaïba est ministre, Mouzito de l'opposition séparés. On ne sait pas si on saura la vérité, ce qui s'était passé réellement. Mais ce que Coris dit, il faut tenir compte que ça peut barguer, ça peut être... et puis quand on voit les réseaux sociaux, comment la guerre, les attaques... On sait que cette campagne sera chaude ou peut-être brûlante, mais on va essayer justement par nos analyses et nos interventions d'essayer d'anticiper ce genre de situation malheureuse qui pourrait arriver, mais le fait de le dire, ça pourrait justement empêcher que cela n'arrive. On va passer au dernier point, c'est-à-dire la question de l'état de siège. Nous l'avons rappelé d'entrée de jeu ici. C'est depuis le 3 mai 2021 que cet état de siège avait été déclaré, proclamé. 893 jours d'état de siège. Le 13 octobre, dans la nuit, le chef de l'État de la République démocratique du Congo a fait une annonce. Tout le monde s'attendait à quelque chose d'extraordinaire, mais on nous a parlé d'un allègement de l'état de siège. J'ai oublié la formule pour dire que c'était une nouvelle expérience constitutionnelle. Bon. Cornelis,
quand vous avez entendu cette annonce du chef de l'État qui disait, voilà, on va assouplir l'état de siège, qu'est-ce que cela vous en semble? Oui, je vais un peu faire marche arrière parce que le président de la République, à la dernière assemblée, 78e session des Nations Unies, a fait une déclaration très forte où il dit qu'il va accélérer le départ de la MONUSCO. Oui. Et ça, c'est très intéressant parce que, vous savez, avant cette déclaration, il y a eu les, entre guillemets, les Ouazalendo d'une église, Oui. qui était attaqué par la garde républicaine, ainsi de suite. Il y a eu 54 morts, je crois, si je ne me trompe pas. Au moins 54, oui. Et pourquoi ces Ouazalendo manifestaient? C'était pour le départ de la MONUSCO, ainsi de suite. Au moins pour une fois, aux Nations Unies, le président de la République répond aux préoccupations de la population, qui a voulu que la MONUSCO s'en aille, et il dit, on va accélérer le départ de la MONUSCO. Alors, vous avez posé la question sur l'état de siège. Oui. C'est pour cela que j'ai commencé par cette parenthèse-là. Oui. En fait, cet état de siège, c'est depuis longtemps que la population de l'Est qui subit l'état de siège, parce que les gens de l'Ouest n'ont pas d'état de siège. Les gens de l'Est sont sous état de siège. Et donc, c'est... Donc, on rappelle, l'Ituri et le Nord Kivu. Et c'est eux qui connaissent mieux que nous c'est que l'état de siège. Et cette population-là de l'Ituri et Nord Kivu ont toujours fait des déclarations selon lesquelles il faut mettre fin à cet état de siège qui dure depuis 2 ans. Et pire même, il n'y a pas 2 mois, il y a eu des assises à Kinshasa où on a réuni les représentants des sociétés civiles de l'Ituri et du Nord Kivu, les experts du gouvernement, ainsi de suite, pour débattre de la nécessité de mettre fin à l'état de siège ou de poursuivre. Il y avait 3 thèmes. Requalifier. Et à l'unanimité, à l'unanimité ou à la majorité? Non, c'était à l'unanimité finalement, parce qu'il y a eu une majorité, mais cette majorité a pu convaincre la minorité pour s'allier à leur point de vue. Et donc, dans les conclusions finales, c'était à l'unanimité que les experts et les éléments de la société civile avaient décidé, avaient proposé, puisqu'ils n'ont pas la décision, avaient proposé qu'on mette fin à l'état de siège. Mais malheureusement, quelques jours plus tard, alors que le président de la République aux Nations Unies répond favorablement aux desiderata de la population par rapport à la MONUSCO. Par rapport à la MONUSCO, curieusement, le Parlement ne suit pas la population. Le Parlement décide de prolonger l'état de siège, contrairement en contradiction avec le vœu exprimé par la population au niveau de ces assises-là. Ce qui est quand même interpellant parce que nous avons cru, et d'ailleurs la définition le dit, les députés sont des représentants du peuple, de la population. Mais pour une fois, on voit des représentants du peuple qui décident contre le peuple. Mais on ne sait même plus ce que sont ces députés. Mais ils n'ont pas de mandat impératif, ils peuvent décider comme ils veulent. Une fois qu'ils ont la légitimité du peuple, décident comme ils veulent. Exactement, ils décident comme ils veulent et maintenant ils vont aller s'agenouiller devant la population pour qu'on les vote encore, alors qu'ils décident contre cette même population. Voilà un peu le... Pasteur Bobo, comment expliquer cette situation? C'est quand même assez compliqué. Faut-il encore le rappeler? L'Assemblée nationale peut à tout moment mettre fin à l'état de siège en votant une loi, tout simplement. Pourquoi tout se, permettez du terme, ce tralala, de faire des assises, de discuter, de demander, on continue pas, qu'est-ce qu'on fait et tout ça? Et en mettant en exergue que l'initiative ou l'impulsion vient du chef de l'État, alors que ceux qui mettent fin à l'état de siège, c'est les représentants du peuple. Pardon, pourquoi est-ce qu'il y a ce jeu entre l'exécutif et le législatif, alors que c'est le législatif qui a la main normalement? Oui, au Congo, c'est un régime, même l'opposant l'a dit que c'est un régime présidentiel, mais sur papier, c'est pas présidentiel. On est dans un pays, on demande à falloir aussi capable des députés, comment on doit faire, il dit que
le régime est présidentiel. Donc, il va. Tu vois, dans les faits, le régime est présidentiel. On le voit, puisque. Sur les faits, au Congo, le régime est présidentiel. Donc, on viole la Constitution. Merci que ce soit dit aussi clairement. Oui, non, c'est très bien. Moi, mais ce que j'ai aimé chez Fachi ou chez Félix Tshisekedi, je préfère aussi. Il a aussi bien géré cette crise-là du Kivu par rapport à l'état des sièges. C'est un peu compliqué. On a une guerre avec un ennemi qu'on connaît maintenant, qui est Kagame, qui fait des choses. Il fallait mettre des militaires pour gérer la situation. Mais ce qui a précipité aussi la levée, je crois que c'est le massacre, là. On l'a massacré à Goma. L'église de Ouazalendo. De Ouazalendo, je ne sais pas si c'est le vrai ou le faux, mais on a massacré on dit les Gomatraciens. On a massacré. Ça, c'est oui, c'était. Si c'était dans les pays comme ici, on allait directement lever le siège. Oui, mais je veux quand même apporter une précision. On a massacré, mais il y a eu 58 morts. 58 morts. Oui, ça c'était au mois d'août. C'était ça la précision? Oui, la précision. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'était en Europe, à Touga, l'état des sièges allait sauter directement avec la pression des médias, la pression de la population, ça allait sauter. Là, Tshisekedi n'a pas tort de maintenant, on a levé, avec le régime présidentiel, on lève ça. Non, à demi, mais on autorise la population à manifester. Ils ont été tués parce que les gens ne savaient pas que ils ne devaient pas manifester, mais c'est sous l'état des sièges. Maintenant, on autorise. Les gens peuvent se réunir, les gens peuvent manifester. Parce que l'état de siège est allégé. Et puis on est à quelques jours des élections. Oui, 65 jours. Il fallait faire un geste. C'est un geste qui n'est pas vraiment fort, mais c'est quand même un geste parce que la guerre n'est pas confinée. La guerre n'est pas confinée. Ah oui, non. Encore un dernier mot sur cette histoire d'état de siège, de levée, d'allègement, d'assouplissement, etc. Dans la déclaration du chef de l'État congolais, il a utilisé une formulation que pour nous ici en Belgique nous connaissons fortement bien, et même au Congo, en disant sans atermoiement funeste ni précipitation inconsidérée, il va fermement conduire le pays vers la paix, etc. Bon. J'ai pris la ferme résolution de conduire sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège. Notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l'indépendance dans la prospérité et la paix. Cette expression-là, que pour nous, là, dont la paternité est celle du roi Baudouin, qui est en 1959, lorsque les troubles pour la décolonisation commençaient, annonçait justement que sans atermoiement funeste ni précipitation inconsidérée, il allait permettre au peuple congolais d'accéder à l'indépendance. Quand vous entendez le chef d'État congolais répéter mot pour mot ce que le roi des Belges avait dit, est-ce qu'il faut faire un lien avec la Belgique? Y aurait-il eu une pression de la Belgique ou c'est juste que la formule était belle à entendre et le chef d'État congolais a repris ça de notre ancien colonisateur? Mais écoutez, il faut d'abord féliciter. Vous n'êtes pas le président de la République, mais je vous pose la question quand même. Oui, alors dans ma réponse, je disais qu'il faut féliciter le président de la République pour avoir fait sien ces mots du roi Baudouin prononcés en janvier 1959, parce que les deux situations sont similaires. Vous savez, nous avons acquis notre indépendance en 1960, mais l'acquisition de cette indépendance a été précédée de violences. Tout à fait. Il y a eu des manifestations à Matongé où il y a eu plusieurs morts, il y a eu même des viols de femmes belges, ainsi de suite. Des pillages. Kinshasa, pas de Belgique. On a Imka, tout ça. Imka, oui. Évidemment, si on peut encore aller un peu plus avant, c'est qu'il y a eu
un meeting de... Non, on va pas revenir sur... Alors, je disais qu'il y a eu similitude de situation. Il y a eu des violences qui ont précédé cette déclaration qui ont également précédé l'indépendance. Et si Félix Tshisekedi a été, je vais un peu oser, si Félix Tshisekedi, le président, a été contraint d'alléger l'état de siège, c'est parce qu'il y a eu massacre à Bukavu. Ça, nous ne devons pas l'oublier. Il y a eu massacre à Goma plutôt. Il y a eu massacre à Goma. Nous avons dit 48 morts. 58. Non, 48. Hein, j'ai fait un rectificatif. Okay. 48 morts officiellement. Il y a eu 48 morts de victimes innocentes. Des gens qui manifestaient pour une cause noble. Le départ de la MONUSCO, le départ des troupes de l'EAC. Et on a tiré dessus à balles réelles. Et donc, la comparaison ou le parallélisme se fait à ce niveau-là. Oui, exact. Et violence, etc. Exact. Et ces violences, ce massacre a fait que le président Tshisekedi a quand même reculé. Et c'est important. Parce que nous l'avons dit ici, l'état de siège a été décidé sans concertation. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire maintenant on pose la question à tout le monde, qu'est-ce qu'on fait, on continue ou pas, mais lorsque ça a été décidé, on avait consulté que les deux assemblées délibératives et le conseil de sécurité et tout ça, mais pas la population. Pas la population. Qu'un président doit décider de nous parler de la population. Non, mais c'est pour dire pourquoi aujourd'hui on demande... Est-ce que c'est un président qui hésite? Voilà. La guerre est là, il a une situation de crise, le président décide. Non, attention. Il doit décider. Attention. Il est dans ses prérogatives. Attention, quand on dit là, non, le président... Allez demander aux gens qu'est-ce que vous pensez. Pendant qu'on nous a pris Boulangana, on nous a pris des territoires, vous venez demander aux gens. Le pasteur Bobo n'a pas tort, mais la question que moi je pose, c'est pourquoi leur demander aujourd'hui à la population, on continue ou pas, puisque votre décision avait été réfléchie mûrement. Oui, maintenant la situation est un peu plus calme. Là, on peut faire associer la population. Oui, quand vous maîtrisez le terrain, vous pouvez associer. Oui, Patrick Diogo, je ne suis pas totalement d'accord avec ça, parce que ce qui est bien, il faut parce que le président de la République ne peut pas tout décider tout seul, parce qu'il y a des prérogatives, il y a des matières où il associe le Parlement. Par exemple, en matière d'état de siège, c'est dit dans la Constitution que le Parlement, et d'ailleurs nous l'avons dit ici, même à RDC Horizon 2023, ce sont les mêmes causes qui avaient précipité le départ de Kamere quand il était président du Parlement. Il s'est insurgé contre cette histoire où la Constitution dit que le Parlement est entendu. Mais là, Félix Tshisekedi a décidé tout seul, il n'a pas posé la question. Quand nous disons population, le Parlement c'est déjà la population. Ah oui, c'est la représentation du peuple. Oui, et puis nous l'avons dit ici, déjà au niveau des affaires étrangères, il y a une direction qu'on appelle la direction des organisations internationales qui s'occupe de traiter des traités et accords internationaux. Mais bon, en ce qui concerne l'état de siège, ici on n'est pas dans ce registre-là. Oui, les accords, ainsi de suite, avec l'EAC, ainsi de suite, mais aujourd'hui, on pose la question à la population, c'est parce que la population a réagi contre les accords, contre la présence de l'ONU, la présence des forces de l'EAC, qui font partie des accords, qui n'étaient pas soumis à la direction des organisations internationales. Et l'EAC va partir, ce qui est bien, si ça va se concrétiser. Les forces régionales vont partir. Oui, est-ce que nous quittons le EAC? Le 8 décembre, ils vont partir. Bon, quitter déjà, si quitte le pays, ça serait très bon. Partir ou partir, le fait qu'ils quittent le pays, ça sera une très bonne chose pour le pays. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Merci, Cornelis. Pour ce soir, on va s'arrêter là, mais on vous rappelle juste que d'ici la fin du mois, il y a le sommet des 3 bassins forestiers, Amazonie, Congo et Bornéo-Mekong, Asie du Sud-Est, donc, qui vont se passer à Brazzaville. Nous serons encore sur les actualités les plus brûlantes à la fin de ce mois-ci. Je remercie encore
notre IT officer qui fait en sorte que nous soyons à même de vous délivrer nos analyses de la manière la plus confortable possible. Un dernier mot à Cornelis et puis à Pasteur Bobo avant de clôturer. Mais écoutez, un dernier mot, vous m'avez pris au dépourvu, mais... vous pouvez remercier la population. Oui, un dernier mot, c'est juste que nous allons exercer pour une première fois notre droit de vote, nous de la diaspora, et c'est une occasion unique, hein, et nous allons voir un peu quelles seront les tendances, parce que la diaspora a toujours été étiquetée comme étant le bastion de l'opposition. Nous aurons l'occasion cette fois-ci de voir les tendances qu'il y aura dans les votes des ressortissants congolais de la diaspora, parce qu'il y aura quand même affichage des résultats. Et donc, c'est quand même intéressant parce que est-ce que la diaspora est pro-opposition? Est-ce que la diaspora est pro-pouvoir? C'est quand même des questions des questions intéressantes à poser. Voilà. Et je remercie évidemment les téléspectateurs de RDC Horizon 2020. Qui nous ont attendu un peu longtemps puisqu'on avait d'autres activités et des choses à faire, mais on est de retour et pour longtemps encore. Oui, parce que si je les remercie principalement, c'est parce que nous sommes revenus du congé, mais nous avons eu quand même une émission. Nous avons reçu le pasteur Amos David Moussoua, mais qui précisait qu'on ne le recevait pas en tant que pasteur, donc oui, plutôt qu'en tant que citoyen. Et on le recevait en tant qu'écrivain. Il a sorti un livre intéressant, je l'ai vu d'ailleurs ici, mais il a disparu. Il a sorti un livre. Le civisme et la morale. Comme garantie de une gestion publique. Mais je remercie les téléspectateurs parce qu'il y a eu beaucoup de vues. Et en tout cas, vous avez fait en sorte que votre chaîne RDC 2023 soit RDC 2020, Horizon 2023 soit visible. En tout cas, la chaîne est de plus en plus connue et moi je suis... Non, effectivement, nous associons à Cornelis pour vous remercier. Nous sommes à 65 jours des élections, on va être beaucoup plus régulier pour la suite. Pasteur Bobo, un dernier mot avant que nous ne... Merci beaucoup. Abonnez-vous et faites beaucoup de commentaires. Abonnez-vous, nous lisons les commentaires. Nous, on lit les commentaires et on peut discuter avec vous. Cornelis est là, Patrick et moi, on peut discuter avec vous. Mais un petit commentaire que je pourrais dire, c'est par rapport à l'attention, comme on dit, la diaspora va se dessiner. Il y a des tendances qui arrivent déjà. On voit la guerre qui se dessine déjà, des tensions. Entre plus ou moins deux camps de la diaspora. Je voulais chez mon métier, je voulais comprendre, j'arrive chez mon métier pour autre chose, des routines. Oui, le médecin qui est flamand, il me pose la question. Bon, il était en train de me regarder l'attention, mais lui il me parle de Mukwege. Mukwege est candidat à la Chambre là-bas. Je lui pose la question, pourquoi ne pas de Mukwege? Pourquoi Mukwege? Lui il me dit, écoutez sa réponse, mais n'oubliez pas qu'il est prix Nobel de la paix. Ça sera le mot de la fin. Je dis ça pour savoir un peu comment l'attention, pourquoi l'Occident s'intéresse à ces élections-là. Il y a un prix Nobel de la paix qui est dans ces élections et ça intéresse même l'Occident, ça intéresse beaucoup de personnes. Hein. Ça sera chaud. Ça veut dire qu'il y a vraiment la société civile qui s'implique énormément en politique et nous espérons que ça sera pour le bien de toute la population. Merci encore de nous avoir accueillis. On se revoit très bientôt. Paix chez vous. À bientôt.